j'accueille aujourd'hui une personnalité du monde universitaire, en l'occurrence Denis Rolland, qui est professeur des universités, qui a été à Strasbourg, à Sciences Po, membre de l'Institut universitaire de France, directeur adjoint scientifique au CNRS et recteur de diverses académies, je cite Guyane, Dijon, Caen, Rouen, et inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes également spécialiste de l'Amérique latine, donc peut-être qu'en fin d'émission, je vous poserai une ou deux questions sur l'élection au Brésil. Mais vous êtes venu ici pour parler de votre livre, Denis Rolland, Histoire de l'Harmattan, jeunesse d'un éditeur au carrefour des cultures, 1939-1980. Comment avez-vous eu l'idée, vous, spécialiste de l'Amérique latine, recteur, d'écrire l'histoire de l'Harmattan, cet éditeur qui a des liens très importants avec l'Afrique? C'est exactement votre question qui est pratiquement une réponse, à savoir que comment est né un éditeur entre Présence africaine et Maspero, dédié pour au moins une moitié de ses publications à l'Afrique. Et je connaissais en fait le fondateur, Denis Prien. Je connaissais un petit peu l'autre fondateur qui a ensuite créé Cartala. Donc là, on voit que l'édition française sur l'Afrique, finalement, est dans le creuset de l'Harmattan. Et ces deux personnes, l'une est née en 1939, l'autre en 1938, arrivaient finalement au soir de leur vie. Et j'ai trouvé qu'il fallait écrire leur mémoire, si possible même, ou leur histoire. Donc à un moment, je me suis dit, comme historien, je connaissais l'Harmattan, je me suis dit, bon, je vais travailler avec les fondateurs pour essayer d'écrire quelque chose avec eux. Et puis, comme historien, à un moment, je me suis dit, je dois m'éloigner de mes sources, je dois en trouver d'autres, et je dois essayer d'écrire cette histoire parce qu'elle est assez exceptionnelle. Alors expliquez-nous ce qu'est l'Harmattan aujourd'hui, et comment ça a commencé. Alors, l'Harmattan, ce sont deux prêtres missionnaires, c'est-à-dire deux enfants de la campagne, l'un en Vendée, l'autre dans le nord de la France, qui se retrouvent tous les deux dans les circuits d'ascension sociale via le monde catholique rural, le petit séminaire, le grand séminaire, et puis tous les deux avec l'idée d'Afrique au cœur. Ça, déjà comme enfant, Denis Prien se retrouve à un moment, à 10 ans, à dire, parce qu'il a vu un père missionnaire, je veux aller en Afrique. Voilà. Et tous les deux se retrouvent dans la même congrégation, les Pères du Saint-Esprit, tous les deux formés à Rome, à l'université grégorienne notamment. Et Denis Prien, lui, va partir en guerre d'Algérie. Il est mobilisé. Et entre Rome, 1961-62, avec les agitations des décolonisations, avec ces religieux qui viennent d'un peu partout de la planète. Donc certains sont pris dans la théologie de la libération, d'autres dans la lutte anticommuniste. Enfin, il y a un spectre extrêmement large et vous avez deux petits ruraux qui se retrouvent projetés là-dedans et qui commencent sérieusement à réfléchir. Et réfléchir dans l'esprit des années 60, du début des années 60, c'est-à-dire avec d'abord des brèches, des failles qui s'ouvrent dans leur engagement de foi. Denis Prien, après la guerre d'Algérie, est envoyé à Dakar, au Sénégal. Et là, on peut dire d'une certaine manière que non seulement il prend conscience de ce que c'est que l'altérité culturelle, ce que c'est que la différence culturelle, mais il apprend. Il apprend, il ouvre grand les yeux, et là, sa foi qui était déjà un petit peu en grande difficulté, et son engagement religieux ne résiste pas bien, en fait, à l'université de Dakar, qui était une université française à cette époque-là, l'université de Dakar. C'est le Dakar de Léopold Sédar Senghor. C'est un Dakar très agité, parce que socialement, on dit volontiers que 68, qu'on connaît en Europe ou en France comme le temps des révolutions, des soulèvements, c'était plutôt 66 ou 67 à Dakar.
C'est au moment où Léopold Sédar Senghor est aux prises avec ses étudiants, avec les enseignants de l'université, aux prises aussi avec parfois des congrégations assez militantes comme les dominicains. Et là, Denis Prien, qui va travailler dans les quartiers de Dakar, notamment à la Gueule-Tapée, qui est un quartier très populaire, rencontre l'islam, rencontre la polygamie, rencontre des cultures qu'il essaie de comprendre, rencontre les positionnements d'opposition. Et voilà, là, à un moment, ses supérieurs hiérarchiques viennent le voir et lui disent « Bon, il est temps de rentrer, ça ne va plus ». Il rentre en France en 66, hein, c'est-à-dire à la veille de 68. Et là, il va être... on va lui proposer de s'occuper d'une revue de prêtres missionnaires. C'est à ce moment-là que l'autre comparse de la fondation de l'Harmattan va le rejoindre, Robert Agenot. Robert Agenot, lui, n'est pas parti en mission, mais il a aussi le Sud au cœur, hein. Il a l'Afrique au cœur, et donc ils vont s'occuper de cette revue missionnaire ensemble, Spiritus, et ils vont faire exploser cette revue, on va dire les choses comme ça. Puisqu'ils vont publier plusieurs numéros de plus en plus critiques par rapport à la mission traditionnelle. Hein. Et à un moment, ils vont publier un article d'un Africain qui s'appelle la D-mission, et qui dit quoi ? Il faut retirer tous les missionnaires européens d'Afrique. Il faut laisser l'Afrique se gérer. Il y a eu les décolonisations, ou il y a les décolonisations en cours. Eh bien, l'Église doit faire la même chose, qu'elle laisse l'Afrique gérée par les Africains, y compris dans le domaine religieux. Alors naturellement, c'est une mèche qu'ils ont allumée consciemment. Et à ce moment-là, ils se retrouvent débarqués de la revue. Et ils se retrouvent tous les deux à se demander ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, c'est une grande migration en dehors de l'Église catholique. Hein, et ces jeunes n'ont pas de formation pour rebondir ailleurs. Et ils se disent qu'ils ont été formés sur les questions culturelles, ils ont été formés au pays du Sud, ils ont géré une revue, y compris la diffusion, la fabrication. Bien, ils vont essayer de faire une librairie-édition. Et c'est ça le creuset des éditions L'Harmattan, de librairie L'Harmattan. Ce sont deux prêtres missionnaires en rupture de mission, en rupture de catholicisme, qui vont se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique avec ce que l'on sait faire ? Et donc, en 1975, ils construisent leur projet et ils vont ouvrir une petite librairie dans le 6e arrondissement, pas celle qu'on connaît aujourd'hui rue des Écoles, mais dans le 6e arrondissement, à côté du marché de l'Odéon, à côté du théâtre de l'Odéon. Elle est positionnée rue des Quatre Vents. Ils voudraient appeler leur maison d'édition les éditions du Quatre Vents, mais à cette époque-là, il y a déjà une maison d'édition et une librairie qui s'appelle comme ça. Donc, ils réfléchissent collectivement avec leur groupe associatif autour d'eux. Et finalement, ils décident que ça s'appellera L'Harmattan, parce que le nom claque, parce qu'on sait très bien en Afrique de l'Ouest que quand l'Harmattan souffle, c'est un vent un peu sec, hein, c'est un vent qui apporte du sable, c'est un vent qui apporte de la fraîcheur, c'est un vent qui bouscule. Et donc, le mot qui leur plaît bien à l'Harmattan, plus le contenu, ça leur va bien, et ils lancent l'Harmattan en 1975. Et avec quel financement ? Aucun. Aucun. C'est assez simple. Est-ce que c'est possible ? Si, alors à cette époque-là, c'était à peu près possible. Denis Prien, à ce moment-là, a une compagne, Odile Chartier, qui va l'aider beaucoup financièrement. Robert Agenot, avec lui aussi sa compagne, qui va devenir sa femme, va avoir quelques petits moyens pour essayer de construire tout ça, mais c'est surtout l'esprit associatif. Autour d'eux, il y a, c'est vrai, beaucoup de chrétiens de gauche, des gens qu'on va retrouver du côté du PSU, du côté de la CFDT, et ceux-là se mobilisent et donnent leur temps, donnent leur activité. Donc, l'expédition, ce sont des gens qui viennent là pour s'occuper des choses. La librairie, souvent, c'est du volontariat aussi. Mais ça donne un esprit assez
incroyable qui fait que bien Maspero vient de temps en temps déjeuner chez eux pour discuter avec eux. Le concurrent. Voilà, mais même les Diop de présence africaine viennent aussi déjeuner de temps en temps chez eux parce qu'il y a plus tout à fait la foi catholique, mais il y a une foi dans ce qu'on appelle à cette époque-là le tiers-monde, dans la nécessité de faire connaître ces pays du Sud, de publier des gens du Sud et des gens qui travaillent sur le Sud. C'est peut-être ça aussi le positionnement un peu différent entre présence africaine et l'Harmattan. L'Harmattan, c'est tous ceux qui veulent publier sur les pays du Sud. Présence africaine, c'est l'Afrique par des Africains la plupart du temps. Maspero, c'est l'engagement idéologique. Et donc, finalement, Denis Prien et Robert Agenot, avec l'Harmattan, se positionnent en disant « Nous, on veut être sur un spectre idéologique large. Donc, ils vont publier aussi Naït Ahmed, ils vont publier Wool-Soyinka, qui va être premier prix Nobel de littérature africain. Mais quand ils publient ces gens-là, ils les publient dans un spectre très ouvert. Non pas parce que ça correspond à leurs valeurs ou parce qu'ils sont seulement africains, seulement créoles, etc. Ils les publient parce qu'il y a quelque chose qu'ils estiment utile à publier. Quels étaient les premiers auteurs publiés et comment ces auteurs sont-ils entrés en contact avec eux? J'imagine qu'entre l'Afrique et la rue des Écoles, enfin, ou le Paris 6e arrondissement, il y a quand même une certaine distance. Les gens ne peuvent pas simplement se dire je vais trouver un éditeur à Paris. Comment les choses fonctionnent-elles au début? Je crois que la chance, c'est la librairie. Parce que ça devient la première vraie librairie dédiée à l'Afrique à Paris. Alors il y en a peut-être eu d'autres, un peu associatives, etc. Mais une librairie en plein cœur de Paris, qui fait aussi édition, rapidement, les coopérants, le réseau africain des coopérants, se rend là. Et puis il voit qu'il y a quelques livres qui commencent à publier. Je vous donne un exemple. Il y a eu un beau livre, parmi les premiers livres de l'Harmattan, sur la vie quotidienne en Afrique noire, de Patrick Méran. Patrick Méran, il était coopérant, si je ne me trompe, au Togo. Il passe pour faire sa bibliographie, pour chercher les livres pendant l'été. On lui en a parlé. Et puis, je crois qu'il donnait aussi des cours à Sciences Po. Enfin, voilà. Et souvent, ça se fait comme ça. Dominique Desjeux, Patrick Méran, des coopérants en Afrique, l'un à Madagascar, l'autre au Togo, l'un donnant des cours, l'autre en donnant bientôt. Finalement, ont besoin de se cultiver, cherchent des livres. Et puis, quand ils font une thèse, quand ils font un livre, dans les deux cas, ce sont des thèses, il y a des Denis Prien, Robert Agenot rebondissent en disant « mais on pourrait te le publier ». Et voilà, et ça va se faire comme ça. Alors quand je disais que ça se fait au début avec très peu de moyens financiers, parfois on voit si l'auteur peut aider un peu à financer, ce qui va être le cas pour Dominique Desjeux, pour son premier livre sur Madagascar. Eh bien, l'Harmattan lui dit, si vous pouviez nous aider un peu pour l'impression, bon, puis ça démarre comme ça. Et le livre va être publié. Le livre sur la vie quotidienne en Afrique noire de Patrick Méran, qui était au départ un modèle du genre, eh bien, il va bien vivre, et il va permettre de financer d'autres livres. Et l'art de l'Harmattan, c'est ça, c'est que, si je dis les choses, personne ne s'enrichit. Personne ne gagne vraiment d'argent avec les livres de l'Harmattan à cette époque-là, entre 75 et 80, comme depuis d'ailleurs. Mais l'Harmattan réinvestit tout, fait travailler les auteurs. Aussi Naït Ahmed, quand même, qui est un grand de l'Algérie, va publier sa thèse en prêt à cliché, c'est-à-dire en faisant lui-même à peu près la mise en page sur une machine à écrire, et le livre est édité comme ça. Mais sinon, il n'aurait pas été édité. Maryse Condé va publier ses ouvrages universitaires comme ça. Parce qu'on ne demande pas de curriculum vitae quand on arrive à l'Harmattan, et encore moins à cette époque-là. Est-ce que votre travail est intéressant? Oui. Alors on va essayer de le publier. Et c'est comme ça que, avec quand même une forme d'esprit de vocation et une grande ouverture idéologique, eh bien finalement l'Harmattan va commencer à grandir. Oui, et aujourd'hui, l'Harmattan, ça représente quand même un catalogue absolument... Je vois, il y a 50 000 titres qui ont été publiés. Oui, sans doute même un petit peu plus aujourd'hui. Oui. Voilà. Et c'est comment dire, c'est une source sur l'histoire, sur l'Afrique, absolument extraordinaire, qui n'existerait pas d'une autre façon. S'il n'y avait pas eu l'Harmattan,
tout ça, tous ces souvenirs, toutes ces aventures, toutes ces histoires n'existeraient pas. Alors, c'est pas seulement l'Harmattan, parce que Karthala, finalement, c'est issu d'une scission de l'Harmattan. C'est un des deux fondateurs qui s'en va, mais parce qu'on sait souvent que dans une entreprise, quand elle est créée à deux, c'est très bien pour avoir les épaules solides au démarrage, puis il y a un moment, les voies divergent. Donc, Robert Agenot quitte et crée Karthala. Et puis, de Karthala, certains fondateurs quittent aussi et vont créer Sepia. Il y a toute une galaxie de maisons d'édition qui est née de se creuser de l'Harmattan. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, finalement, cet ensemble de maisons d'édition, l'Harmattan, Karthala et d'autres, publient beaucoup sur l'Afrique, avec un espoir, c'est que l'Afrique fasse elle-même le travail aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'a réussi à faire le fondateur de l'Harmattan, Denis Prien, puisqu'il a créé l'Harmattan Mali. Alors je ne vous dis pas aujourd'hui la situation, l'Harmattan Burkina, pareil, mais qui continue à publier, l'Harmattan Sénégal, qui publie pour toute la région et qui édite pour toute la région, c'est-à-dire qui choisit ses livres, qui les imprime, et qui imprime aussi les livres publiés par l'Harmattan en France. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de coûts de transport, de délais d'acheminement, de droits de douane, etc. Et donc l'Harmattan a su innover. Et je crois que c'est une de ses chances, quand je vous parlais du prêt à cliché, c'est-à-dire la mise en page faite par l'auteur, déjà dès l'époque de Hossein Ait Ahmed en 1977 ou 78, bien c'était une innovation. Aucun éditeur n'osait demander ça à son auteur. Oui, mais c'était ça ou ne pas le faire. Bon, le choix de l'Harmattan, c'était tant pis, on fait un livre qui est un peu moins beau, moins bien fait peut-être, mais on va le faire et on le fait vivre tout de suite. Quels sont les secteurs dans lesquels l'Harmattan est le plus actif? Aujourd'hui, c'est les sciences humaines et sociales et l'Afrique. Mais, la médecine aussi, un peu? Pardon? La médecine aussi? Alors, on a des collections spécialisées sur la médecine, sur la gérontologie, sur l'histoire de la médecine, mais peu encore la médecine. L'Harmattan a lancé il y a 3 ans un prix scientifique et qui édite tous les ans une dizaine de textes où l'Harmattan prend tout en charge, fait un service de presse spécialisé, etc. Avec là aussi d'éditer un peu tout le spectre des sciences humaines, mais tout le spectre de la géographie du monde. Essayer de publier une thèse sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, et de le pousser le plus loin possible. Donc sciences humaines, sociales, Afrique, Amérique latine, mais il n'y a plus beaucoup d'éditeurs qui s'intéressent aussi à l'Amérique latine, l'Asie. Je crois que l'Harmattan a parfois des chances inattendues. La chance inattendue, c'était quand on a édité le premier prix Nobel africain, Wolsoninka. Pourquoi l'Harmattan l'a fait? Parce que l'Harmattan a racheté un petit éditeur qui était en faillite, Pierre-Jean Oswald, dans lequel d'ailleurs l'Harmattan a encore ses locaux. Et cet éditeur avait édité le théâtre de Wolsoninka en français. Et puis l'Harmattan a repris, a continué à éditer Wolsoninka en français, il était le seul. Et quand cet anglophone, parce que Wolsoninka écrit en anglais, a été prix Nobel, l'Harmattan s'est retrouvé le seul éditeur du prix Nobel de littérature. Mais c'est la même chose pour Marie Scondé. Marie Scondé a fait une superbe carrière, a publié bien sûr ailleurs, mais elle a débuté, ses textes difficiles étaient à l'Harmattan. Alain Mabankou, vous connaissez, Alain Mabankou a publié l'essentiel de sa poésie à l'Harmattan, comme auteur pas très connu. Et pour prendre un exemple plus récent, on a une jeune Sénégalaise qui, l'année dernière, a défrayé la chronique quand elle était étudiante en classe préparatoire dans un grand lycée parisien du centre de Paris. Qui a disparu. Voilà, et qui avait disparu. Mais elle venait de faire son premier roman à l'Harmattan. C'est-à-dire que l'Harmattan ne demande vraiment pas de carte d'identité, à tous les sens du terme, pour publier. Quitte après à ce qu'on lui reproche de ne pas faire complètement le travail de promotion, de ne pas savoir garder ses auteurs, mais finalement, c'est bien de faire naître les auteurs aussi. Mais l'esprit des origines est resté, ou avez-vous quand même senti une évolution de l'Harmattan de la bonne époque des années 70 à aujourd'hui? C'est devenu plus professionnel, plus managérial? Assurément devenu plus professionnel.
C'est devenu aussi plus attentif aux paramètres économiques. L'Harmattan a connu quand même des moments parfois très difficiles, discrètement. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour les éditeurs dans ce genre? L'Harmattan, pas beaucoup. L'Harmattan fait un travail qui n'est pas toujours en concordance avec la nécessité des aides de l'État, de grands tirages. Est-ce que des États africains s'intéressent à l'Harmattan? Voilà, je ne vais pas trop vous donner des exemples, mais on a un l'Harmattan, une maison d'édition l'Harmattan en Afrique qui aujourd'hui est largement contrôlée par le pouvoir d'un pays. Donc on a ça en Afrique centrale. Oui, bien sûr qu'on intéresse. L'important pour l'Harmattan, c'est de ne pas perdre son âme en ayant une seule fidélité. On voit bien que, par exemple, l'Harmattan a accompagné la lutte du peuple sahraoui, par exemple. C'est pas une affaire marketing. Parce que le peuple sahraoui, aujourd'hui, est toujours en grande difficulté entre le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie. Mais je vous donne un exemple dans une autre zone géographique. L'Harmattan a publié pas mal de livres sur l'Ukraine. C'est évident que la guerre en Ukraine a permis à l'Harmattan, depuis 6 mois, avec énormément de malheur, c'est pas comme ça qu'on doit s'en réjouir, mais qui avait publié des livres en français et en ukrainien en France. Je pense qu'il n'y avait que l'Harmattan à avoir fait des petits livres pour la jeunesse. C'est un hasard ou... C'est simplement parce que le travail bilingue nous intéresse beaucoup. On a fait beaucoup de livres bilingues sur l'Afrique. Alors on fait du Wolof, on fait du Bambara, on fait du Soninké. Bon, après, on est parti sur beaucoup d'autres langues, du cœur de l'Afrique, de l'Afrique des Grands Lacs, avec des espoirs de vente à chaque fois discrets, modérés. Et puis, de temps en temps, l'actualité va aider l'Harmattan à remonter un petit peu les chiffres de ses ventes. Et voyez-vous de nouveaux écrivains africains arriver régulièrement, ou est-ce que ça n'est plus le cas, les gens sont moins intéressés par l'écrit et pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai vu, par exemple, sur l'Afrique arriver les auteurs pour la jeunesse. J'avais fait partie des créateurs des collections jeunesse de l'Harmattan. Et on avait un souci, mais ça, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était que écrire pour la jeunesse, ça n'intéressait pas nécessairement ceux qui savaient écrire en Afrique. Préféraient faire une thèse, préféraient faire éventuellement un ouvrage de littérature. Et donc, il y a un moment où finalement, la montée de l'alphabétisation en Afrique aussi, et puis le fait qu'on savait qu'on pouvait aussi écrire pour la jeunesse et que c'était important, eh bien, finalement, on a vu des écrivains africains arriver. Mais les premiers livres, il a fallu parfois les écrire soi-même. Et pour la littérature, je peux vous dire que non, le nombre d'écrivains venant d'Afrique, que ce soit pour la littérature ou pour les sciences humaines et sociales, ne cesse d'augmenter. Un pays comme la RDC aujourd'hui produit un nombre incalculable de thèses. Alors peut-être qu'il va falloir continuer à augmenter le niveau de ces thèses, mais on les voit arriver encore aujourd'hui. Le niveau monte. Et donc voilà, notre objectif, c'est d'accompagner d'une part ces auteurs et de faire en sorte que s'ils peuvent être édités en Afrique par des Africains, par des éditeurs africains, ce sera encore mieux demain. Il nous reste juste une minute. Comme vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, dites-nous ce que vous pensez de l'élection qui est en cours au Brésil. Quel est votre pronostic ? Bon, je pense que Lula va revenir au pouvoir. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que la mauvaise chose pour le Brésil, c'était quand même Bolsonaro, pour dire les choses. Voilà, c'est plus nuancé que ce que disent beaucoup, mais Bolsonaro a maltraité le pays, à tel point que l'économie, les industriels se sont ralliés à Lula. Et ça n'est pas rien. Et puis 700 000 morts liés à la pandémie de Covid-19, c'est totalement inacceptable. Donc oui, je pense que le deuxième tour des élections sera favorable à Luiz Inácio Lula da Silva. Mais il faudra voir l'important, c'est l'avenir du pays. C'est comme pour l'Afrique. L'important, c'est l'avenir. C'est pas les gouvernants. C'est ce que font les gouvernants du pouvoir au bénéfice du pays.
Et vous pensez que Lula est l'homme de la situation maintenant? Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, hein. La gauche au Brésil a cherché, ou même le centre-gauche, a cherché d'autres positionnements politiques ou d'autres leaders. Elle ne les a pas trouvés. Donc Lula, en espérant qu'il sache transmettre rapidement, je pense que c'est une moins mauvaise solution, assurément, si ce n'est une meilleure solution que la réélection de Bolsonaro. Merci beaucoup Denis Rolland, merci beaucoup d'être venu présenter votre dernier ouvrage, Histoire de l'Harmattan, jeunesse d'un éditeur au carrefour des cultures et je dirais d'un éditeur qui s'intéresse énormément à l'Afrique. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.